bonjour à toutes et à tous. À cette table ronde des deuxièmes journées du scénario organisé par le SCA. Donc je suis très contente d'animer cette table ronde consacrée à scénaristes de cinéma, scénaristes de séries, mêmes enjeux, mêmes métiers. Alors c'est pas du tout nouveau qu'on parle de scénarios de cinéma et de scénarios de séries, y compris au SCA. Voilà, moi je me faisais la réflexion en venant que quand je suis sortie de la FEMIS en 2014, ça faisait 1 an que la formation écriture de séries à la FEMIS existait. Alors que durant ma scolarité, j'avais eu un petit module, un peu de saupoudrage sur oui, il paraît que l'écriture sérielle, etc., ça vous intéresse. Donc voilà, ça fait presque 10 ans et maintenant les choses ont considérablement changé. Alors je remercie Jamal Belmaï et Valérie Leroy qui ont co-organisé cette table ronde avec moi, ainsi que nos invités qui sont présents ce matin avec nous. On s'est dit que c'était intéressant et essentiel d'aborder cette question pour plusieurs raisons. Il y a aussi une raison de contexte. Alors on parle beaucoup du cinéma en crise. On en a parlé hier. Quel avenir pour le cinéma, quelles évolutions pour le cinéma. Et on était donc ces dernières années dans une sorte d'âge d'or de la série, non seulement aux États-Unis mais enfin en France également. Et depuis 1 an, quelques mois, dans des conversations avec des producteurs, des diffuseurs, des scénaristes, il y a une sorte de parfum de choisissez votre camp, Crash de 29 ou Bug de l'an 2000, parfois qui frémit en disant il y a une bulle de la série. Est-ce que cette bulle va exploser? Est-ce qu'on n'arrive pas à un trop-plein? Ce qui fait que le moment présent, je trouve, est très intéressant en fait pour confronter les deux écritures, les deux pratiques, engager cette réflexion, non pas en mode clash des titans. Et c'est pas du tout l'intention de cette table ronde, même si elle est organisée par une association qui s'appelle les scénaristes de cinéma associés, mais où dans les faits, beaucoup d'adhérents, je pense l'extrême majorité maintenant, font à la fois du cinéma et de la série. Mais voilà, plutôt sur le mode d'un dialogue, et j'espère que moi j'aurai à intervenir le moins possible pour surtout que la parole circule entre vous sur des questions qui sont à la fois des questions de pratique de l'écriture, des questions économiques, des questions plus larges de statut, de reconnaissance, de publicité au sens très large. Voilà, tout ce qu'on va essayer d'aborder dans ce temps assez court. Et on laissera évidemment un espace à la fin de cette table ronde pour vos questions, car vous êtes, et ça fait plaisir à voir, très nombreuses et nombreux. Alors je voudrais commencer par demander à chacun d'entre vous de vous présenter brièvement votre parcours, votre activité, peut-être aussi en 2 mots votre relation à la série. En commençant peut-être par Rebecca. Comme par hasard. J'ai d'habitude le Z, ça termine, j'aime bien. Bon, c'est pour ça. Hein. Bonjour à tous, merci Camille de nous réunir. Je m'appelle Rebecca Zlotowski, je suis scénariste et réalisatrice. J'ai une formation de scénariste, on a fait la même école avec Camille, donc le département FEMIS, le département scénario, ça commence bien, scénario à la FEMIS. J'ai réalisé 5 longs métrages que j'ai coécrits et une mini-série de 6 épisodes qui s'appelle Les Sauvages, qui a été diffusée sur Canal+, pour laquelle Camille Lugan a jeté un œil aussi. Tu as travaillé déjà sur la saison, enfin pas la saison 1. Pas la saison 1. La saison 2, feu la saison 2, on pourra en parler. Inédite. Et voilà, et mon rapport à la série, il est très ponctuel comme ça, puisque j'en ai coécrit qu'une. Donc c'est pas du tout ma pratique. J'ai beaucoup à apprendre, notamment des gens autour de cette table. Ils préfèrent le gros. C'est pas du tout gênant. Donc je m'appelle Olivier Gors, je suis scénariste et uniquement scénariste, et essentiellement de cinéma. Et j'ai un rapport contrarié à la série, on va dire. En tant que scénariste, parce que jusqu'à maintenant, j'en ai fait autrefois, mais ça n'a jamais été totalement concluant à mon goût artistiquement, pour celles qui ont été au bout. Et en tant que aussi spectateur, en fait, j'en regarde beaucoup. Parfois avec grand plaisir et d'autres fois avec l'impression d'avoir perdu 8 heures de ma vie. Voilà.
Bonjour. Moi, je m'appelle Clémence Madeleine Perdreya. J'ai réalisé des courts-métrages et un film d'animation. Et je travaille comme scénariste sur j'ai travaillé comme scénariste sur beaucoup de séries. Moi, j'ai un rapport enthousiaste à la série, même très. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Olivier Dujol, je suis scénariste, je fais de la production aussi. J'ai un rapport très enthousiaste à la série aussi, notamment parce que sinon je peux pas vivre. C'est utile en fait. Voilà. Donc moi je m'appelle Fanny Herrero, je suis scénariste et puis aussi showrunner, productrice. J'ai travaillé uniquement sur des séries depuis mes débuts dans le métier il y a maintenant 16 ans. Et donc je ne connais que ça, donc c'est difficile pour moi de parler de la différence entre les deux, puisque je suis arrivée dans les séries un peu par hasard. J'avais envie d'écrire et je me suis retrouvée, le premier boulot que j'ai eu, c'était sur une série. Et c'est comme ça que j'ai appris mon métier en fait. Donc je suis scénariste de série et c'est maintenant, je me demande même comment on fait pour faire un truc qui dure que 1h40 ou 1h45. C'est-à-dire que mon cerveau est conditionné à penser long. Mais c'est pas impossible de faire les deux, j'imagine. Donc voilà, donc moi j'ai un rapport en fait qui est juste un peu absolu, puisque je connais que ça et c'est comme ça que j'ai appris à travailler, c'est comme ça que je travaille tous les jours et c'est pour ça qu'on vient me chercher. Mais voilà, peut-être qu'un jour ça changera, mais en tout cas c'est ça mon rapport à la série pour l'instant. Cette question justement de la durée, du format, de la projection dans le temps long ou dans le temps court, c'est quelque chose dont on pourra parler parce que nous, à l'origine de cette table ronde, il y avait vraiment quand même la question de la pratique, c'est-à-dire qu'on parle dans les deux cas de scénario et de scénariste. Et c'est ce qu'on voulait, c'était absolument pas démontrer que celui qui écrit pour le cinéma ou celui qui écrit pour la série est plus scénariste que l'autre, mais est-ce qu'il s'agit exactement des mêmes outils, est-ce qu'il s'agit exactement des mêmes endroits de travail, pas seulement au sens industriel, mais en termes de dramaturgie, de construction de personnages, de projection dans la durée, etc. Donc ça, on pourra y revenir. Moi, l'angle par lequel je voudrais qu'on commence peut-être la discussion, c'est un concept en fait qui nous est apparu en travaillant à cette table ronde avec Valérie et Jamal, qui est celui, soyons grandiloquents, de la liberté. On a vu outre-Atlantique beaucoup de scénaristes de cinéma se tourner progressivement vers la série, ou certains allaient directement vers la série, parce qu'ils considéraient que la série permettait une liberté que je définirais, pour opposer un peu les limites du concept, comme un moyen d'expression de thématiques et de formes, et aussi de format, qui était plus large que ne le permettait le cinéma dans la relation avec un réalisateur, où souvent quand même quand on est co-scénariste en France ou scénariste de cinéma aux États-Unis, on écrit toujours pour à destination d'eux, et finalement en laissant, c'est un peu la question qui sera abordée cet après-midi, le scénario vivre sa vie au bout d'un moment. Et donc, quand le renouveau des séries s'est passé dans les années 90-2000, on a un peu eu la sensation qu'il y avait un vent de liberté qui soufflait sur la pratique de l'écriture d'un seul coup. Alors, je voudrais demander peut-être d'abord à l'expérience contrariée de donner son point de vue sur la question, non pas justement pour dire que le cinéma c'est mieux, mais est-ce que cette idée de la liberté, c'est quelque chose que, Olivier, tu as pu ressentir dans la série ou pas? C'est évident que ça fait souffler un vent nouveau. Et même à l'origine, je suis pas du tout un historien de la série, mais quand on lit, par exemple, Les Hommes Tourmentés, etc. Enfin, ce qu'était le projet à l'origine de Chase, de Alan Ball, de tout ça. Enfin, l'idée qu'ils se satisfaisaient plus totalement. C'était pas des mecs qui cherchaient du travail, en fait. C'était que juste ils étaient frustrés par la dramaturgie, ce qu'Hollywood avait fait de la dramaturgie, avec forcément toujours un peu ce même. En 90 minutes, il fallait que le personnage surmonte tous les obstacles et devienne une meilleure version de lui-même, etc. Qu'il y a des choses très résolues. Et ils avaient envie, d'après ce que j'ai compris, de s'apercevoir que peut-être on change pas tant que ça. Peut-être que, mais comment on peut pousser des personnages dans leur retranchement
pendant plus longtemps, et comment on peut aller plus loin, et sans qu'il y ait forcément cette résolution, en fait, ce module dramaturgique. Et ça, c'est évidemment passionnant, en fait. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis, Fanny. Enfin, c'est pas le même moteur de travailler sur 1h30 ou sur 6 heures. C'est vraiment, moi, j'ai vraiment du mal encore. J'aimerais vraiment bien, mais j'ai vraiment du mal. Je trouve que ça demande vraiment d'en avoir sous le pied pour justifier 6 heures de fiction. De la même façon qu'une fois dans ma vie, en 25 ans, j'ai écrit un court-métrage, j'ai mis 2 ans à l'écrire. C'est pareil, écrire en 15 minutes, c'est un enfer, quoi. Donc c'est évident qu'il y a cette liberté. Mais après, comment dire, cette ambition, je vais être un peu je vais jouer un peu le méchant diable, peut-être mais cette ambition, est-ce que c'est pas devenu... finalement, les productions qui se sont dit c'est super, on va mutualiser, c'est super, en fait ça fidélise le public, c'est super, on va pouvoir mettre des rebondissements partout, etc. Ça devient aussi, c'est la liberté en soi. C'est intéressant la contrainte, hein, dans l'écriture. C'est-à-dire que si c'est la liberté de faire n'importe quoi de ces personnages, c'est-à-dire de multiplier les coups de force, les rebondissements, les trucs, comme c'est le cas quand même dans une partie des séries, je trouve, c'est pas forcément une liberté qui me paraît pertinente en termes de scénario. Olivier, alors Dujol, Fanny, est-ce que vous, cette notion de liberté, en tout cas de terrain de jeu, qui semble presque sans limite en termes de, j'exagère évidemment un petit peu, mais en termes de temps, d'univers, c'est quelque chose qui vous motive justement dans votre préférence d'écriture sérielle, en dehors de la nécessité économique, Olivier, dont tu parlais? Oui, c'est-à-dire que déjà, hein, pour moi, là, autant autrice que spectatrice, la série, ça va avec une forme de choralité, en fait. C'est ça que... Bon, évidemment, il y a des séries qui sont centrées autour d'un personnage, mais enfin, quand même, souvent, il y a des personnages secondaires, ou alors c'est très choral. Et ça, pour moi, c'est un terrain de jeu génial. C'est-à-dire qu'on ne se concentre pas sur un personnage, un trajet, une psychologie, un certain type de névrose, mais on peut en explorer plein. Donc, il y a quelque chose de tentaculaire, vertigineux, très flippant pour l'auteur. Donc c'est vrai, c'est très angoissant de se dire, voilà, je vais devoir manipuler 3, 4, 5 types de psychologie et types de parcours. Ça fait peur et en même temps, c'est hyper excitant et c'est génial. Et après, on va tisser des liens entre eux et tout. Donc c'est vrai que pour moi, la série, voilà, c'est le personnage au centre et la choralité. Et bon, ça c'est extrêmement agréable à manipuler et aussi c'est moins l'histoire que la reine en fait, donc moins l'histoire que des thématiques. Finalement, il y a quelque chose c'est un peu évident de le dire, mais un peu plus ample qui pour un auteur est génial et en même temps très effrayant. Et juste pour vous dire, pour avoir fait pas mal de séries dont certaines ont duré assez longtemps, 10%, j'ai travaillé sur 3 saisons et je suis partie justement parce que j'en pouvais plus en fait. J'avais l'impression que j'avais déjà essoré suffisamment ces personnages et que j'allais pas réussir à me renouveler. Et arrivé un moment où je me disais, je rêve d'une mini-série en fait. Je rêve d'arrêter justement de penser si large, si long. Donc nous aussi, on est traversés par des choses un peu contradictoires. C'est-à-dire qu'on a envie d'un truc, puis au bout d'un moment, quand on est en plein dedans, on finit par se lasser un peu nous-mêmes. Il faut imaginer que quand on travaille sur une série longtemps, comme moi c'était mon cas pour 10%, c'est 7 ans de ma vie à ne faire que ça. Donc au bout d'un moment, j'en pouvais plus de ces gens en fait. J'en pouvais plus de cet endroit. Même si je l'aimais d'amour, mais enfin quand même, j'étais fatiguée. Donc voilà, on passe aussi quand même d'un état à un autre, de sensation à d'autres. Mais à la base, c'est quand même une excitation de l'ampleur. Olivier, peut-être. Oui, je te rejoins. C'est très angoissant, je trouve, la série, pour moi en tout cas, dans mon expérience. Dans le sens où, comme on sait qu'il faut avoir, effectivement, comme tu le disais, un moteur qui permet d'avancer et d'aller a priori aussi loin que possible, c'est-à-dire sans fin connue, sinon ça devient une mini-série de fait. Il faut que ce moteur soit pensé évidemment très en amont, soit très efficace dès le départ et le reste très longtemps. Et en plus, autour de ce moteur, qui est un moteur dramaturgique, qui est évidemment centré autour des personnages, a priori en tout cas, il y a tout un univers. Et alors, quand on parle de cinéma, juste une précision pour moi, on est d'accord, on parle plus de écriture sérielle et écriture, on va dire, unitaire. On parle pas forcément de sortie sur grand écran. Maintenant, je pense que cette distinction, elle est mobile, mais oui, d'accord, oui. D'écriture unitaire et d'écriture... Alors du coup, j'ai la chance d'avoir aussi écrit des unitaires. Donc, et l'avantage
je trouve ça, il y a une vraie difficulté, hein, tout est difficile de toute façon, scénaristiquement je trouve, quand on essaie de bien faire les choses, mais le fait d'avoir un début, un milieu, une fin, et qu'une fois que c'est fini, on se dit, ok, bon, j'ai réussi, j'ai raté, mais au moins c'est fini, ça rassure, je trouve, et le fait de se dire, demain je vais me réveiller et je vais devoir recontinuer, faire la saison 2, faire la saison 3, faire la saison 18, et il faut que ça soit mieux, parce qu'en plus on va me mettre une exigence de, putain, dis donc, t'es un peu à plat là, t'es pas en forme aujourd'hui, qu'est-ce que t'as? C'est la saison 5 les gars, c'est compliqué quoi. Les personnages, on peut... Et comme la solution n'est évidemment, puisque c'est une série, pas de tuer tout le monde pour recommencer, sinon c'est pas une série, il faut faire avec ce qu'on a quoi. Et au fur et à mesure, dès qu'on fait l'épisode 1, on met des choses en place, on fiche des choses puisque elles vont exister. Et donc ces choses ne peuvent plus être contredites dans l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 48. Donc du coup, à la fois la complexité, elle ne fait que s'accroître puisque on va profiter de tous les trous narratifs qu'on a laissés en permanence disponibles, et il y en a une infinité. Mais en même temps, il faut considérer que ces trous qu'on exploite, une fois exploités, ne rentrent pas en contradiction, que ça soit dramaturgique ou même juste cohérent, de cohérence et de logique avec ce qu'on a déjà fait. Et parce que les gens qui vont aimer la série vont, enfin nous, a priori, on l'aime, vont être très attentifs à ça. Et Olivier, dans ce que tu disais, je suis d'accord. Il y a des bonnes séries, il y a des mauvaises séries, et après il y a des fois où les formats, mais je pense que pour le coup c'est vrai aussi pour les films, où il y a de temps en temps. Moi j'aime pas trop le terme de liberté parce que c'est un terme qui est très générique. On a l'impression qu'on court sur des choix avec Fanny, Clémence, vas-y, regarde là-bas, on y va, saison 3, tout ça. Pas du tout. Et il y a une hiérarchie, c'est-à-dire on a tous des prescripteurs, on a tous des gens qui donnent de l'argent, que ce soit des producteurs, des coproducteurs, des chaînes, des plateformes. Ces gens, ils ont des exigences qui sont très particulières, qui sont souvent mouvantes en fonction de ce qui a réussi la veille et ce qu'ils pensent réussir le lendemain. Je pense que c'est exactement pareil pour des distributeurs ou des producteurs de cinéma, etc. Et ça, c'est la réalité du métier qui fait qu'on passe notre sang en tant que scénariste, je pense, quelle que soit notre préférence, à travailler pour des gens et à la fin pour essayer de convaincre un public. Et chacun a une idée de ce que sera ce public. Et du coup, la liberté, on en a au final que très peu. Il y a beaucoup de contraintes qui sont au final peut-être vécues différemment, mais à mon avis, c'est exactement les mêmes, quoi. Alors, c'est cette question de qui tient les rênes, entre guillemets, hein. En tout cas, quels sont les prescripteurs et cette question des contraintes qui ne sont pas forcément des contraintes choisies. Ça, on va y revenir. Je voulais me tourner avant ça pour continuer un peu ce fil-là vers Clémence et Rebecca, vous avez toutes les deux une pratique, et à la fois une pratique du cinéma et de la série. Et finalement, comment vous sentez ce rapport du temps fini au temps, on va dire infini de la série, ou en tout cas infini sur le papier. Ça, c'est quelque chose sur lequel on va peut-être revenir. C'est qu'on parfois on démarre une série en se disant, bon, saison 12 peut-être, et au final, à la fin de la saison 1 ou de la saison 2, il y a un coup près qui tombe ou quelque chose. Donc ça, on y reviendra. Mais je voulais vous entendre d'abord là-dessus. Oui, j'y vais. En fait, j'ai l'impression, enfin en tout cas moi dans ce que j'ai pu observer, que en long métrage, on va faire confiance à cette fameuse vision de la réalisatrice ou du réalisateur, et qu'une fois passé d'une certaine façon le financement, il y a une vraie liberté. Il y a une vraie liberté, il y a moins de comptes à rendre aussi. Et il y a quelque chose d'impérieux dans le désir de la réalisatrice ou du réalisateur qui, d'un coup, peut développer, peut modifier, etc. Alors qu'en série, moi, je suis tout à fait d'accord avec Olivier. Jusqu'à il y a très peu de temps, j'ai vraiment jamais eu la sensation d'être libre. C'est pas du tout un mot que je mettrais sur ma pratique. J'ai l'impression d'être toujours dans un cadre. Alors après, c'est un cadre qui peut être extraordinaire et qui peut nous permettre d'apprendre des choses extraordinaires. Mais on a des comptes à rendre sans cesse, ne serait-ce que sur le format. Je pense qu'un réalisateur ou une réalisatrice qui a envie de faire un film qui soudainement au montage ferait 10 minutes de plus, cette liberté, je pense qu'elle est évidemment à négocier, à réfléchir, mais elle est possible. Il peut vraiment se trouver des choses, etc. Nous, on travaille quand même dans des formats qui sont très différents, et aujourd'hui, c'est très rare d'être sur une série sur laquelle on peut se raconter qu'il y aura une saison 2. Souvent, on nous fait une sorte de double injonction de dire il faut suffisamment fermer pour que ce soit une saison 1, mais suffisamment ouvrir pour que si ça marche bien, et vous le saurez quand ce sera diffusé, il y a une saison 2. Donc on devient fou en fait. Donc voilà, moi j'ai cette impression qu'on fait moins confiance aux visions
du showrunner ou de la showrunneuse. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on nous demande de travailler dans un cadre qui est quand même extrêmement précis, là où dans le cinéma, il y a quand même toujours cette idée que ça va pouvoir se déployer, en fait. Et donc, cette liberté me semble plus grande, en fait. Rebecca, est-ce que tu as vécu les Sauvages comme un vrai très long métrage ou c'est une mini-série, hein, donc c'est très différent. Je souscris complètement à ce que dit Clémence, parce que ce qui nous réunit, c'est qu'on a aussi réalisé. Alors moi, j'ai la pratique de l'auteur, enfin de l'autrice et de la réalisatrice sur ces formats-là. Alors, sans être non plus historienne, je voulais juste mettre en perspective quelque chose, parce qu'on a quand même un imaginaire très américain quand on saisit cette matière-là. J'ai le souvenir de cette chaîne qui s'appelait Canal Jimmy. Je ne sais pas si vous l'aviez à l'époque, mais qui, moi, a été vraiment le canal par lequel je me suis, en intraveineuse, familiarisée avec ça, avec ces contenus-là. Et si je dis contenu, c'est parce qu'il faut aussi, je pense qu'il y a des mots différents selon les contenus différents auxquels on est en train de penser. Seinfeld, moi je dis Seinfeld, pas Seinfeld, je sais que tout le monde je sais plus si on dit Seinfeld ou Seinfeld. C'est comme gif et gif, mais bon, moi je le dis à la yiddish. Et en général, on se moque de moi, mais bon, Seinfeld, c'est pas tout à fait pareil que VR5 ou My So-Called Life. Disons que moi, j'étais très très cliente de sitcom. J'aime beaucoup les programmes qui se passent dans un même lieu, dans un même décor, avec des personnages qui reviennent. Mais aussi, évidemment, en tant que cinéaste, ce qui m'a ému, bouleversé, ce que j'essaye de reproduire quand je fais de la mini-série avec Les Sauvages, c'est la série épisodique en plusieurs saisons, avec des personnages et une mise en scène qui est... je pensais à Angela 15 ans, My So-Called Life avec Angela Danes, avec Claire Danes. J'ai demandé un café tout à l'heure qui n'est jamais venu. Et j'en suis absolument désolée si je suis imprécise et flottante une fois sur deux. Mais je crois que tout le monde a le... Et je pense que, donc, évidemment, c'est très associé à un network, à une chaîne qui était HBO. Et je pense qu'à l'époque, aux États-Unis, quand on était réalisateur, réalisatrice de cinéma indépendant, on avait beaucoup moins de liberté au cinéma que dans la série. Si bien que la série, en fait, elle est arrivée comme un espace hyper excitant, je crois, en termes narratifs, de trame, d'arène, de personnages, de représentation, de culture, y compris de la culture queer, et de la représentation des corps, des visages. Je pense même de Rosanne, qui sont les sopranos, je crois, ça triomphe aussi parce qu'on voit pour la première fois des corps gros qui sont des héros, etc. etc. Bon. Et je crois que ça, c'est les États-Unis. Et en France, on a un parcours qui est extrêmement différent. Moi, en tous les cas, mon expérience de cinéaste, de scénariste-réalisatrice, c'est qu'il n'y a pas d'endroit plus libre pour un créateur, créatrice, tu en parlais là à l'instant, que dans le cinéma indépendant français. C'est-à-dire, très concrètement, vous n'avez pas plus de liberté, plus de créativité suivie, voire avec un certain triomphe de temps en temps un peu hystérisé de la figure de l'auteur-réalisateur. Enfin, c'est vraiment vous voyez ce que je veux dire, contre lequel je lutte, personnellement aussi, parce que je trouve que de temps en temps, on attend un certain ethos comme ça du réalisateur, de la réalisatrice auquel je ne veux pas souscrire. Donc voilà, cette liberté-là, on ne l'a pas ailleurs que quand on réalise des films. Donc très concrètement, quand moi, je me demande quel champ de la représentation saisir, est-ce que c'est de la série, si je pense en termes de liberté, le choix, il est fait immédiatement. Et l'aspect choral dont tu parles, c'est un aspect choral évidemment devant la caméra, mais derrière, je ne suis jamais aussi seule, dans tous les sens du terme, que lorsque je fabrique mon bon petit film de cinéma, quel qu'en soit le budget. J'en ai eu plusieurs, parfois très, 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 très restreints, parfois plus confortables. Et en tant que participation au scénario, je peux décider de l'écrire seul, coécrire à 2, à 3, à 4, autant qu'on veut. Ça, c'est le cinéma. Quand on saisit le champ de la représentation qui serait de la série, là, d'un coup, il y a énormément de gens qui commencent à vous donner leur avis. Moi, j'ai connu une seule configuration, donc je ne suis pas une experte du tout. Je suis... experte que de mon expérience, c'était celle avec Canal+, qui était franchement un diffuseur qui nous laissait assez libre. C'était l'époque où c'était Vera Peltekian, Fabrice de la Patelière qui était à la tête de cette unité qui était la création originale. Et j'ai senti de la liberté, et j'ai senti qu'ils invitaient une cinéaste et ils n'avaient pas le désir de contraindre, de contrarier, mais il y avait 150 millions de rendez-vous avant, voilà, que je ne connaissais pas. Dans notre cas, c'était une mini-série. Ce qui m'intéressait avec la mini-série, c'est que pareil, quand on est cinéaste ou auteur, le drame d'une série, c'est que soit ça marche et vous vous en tapez pour 10 ans,
soit ça marche pas et vous avez la honte, en gros. C'est-à-dire qu'à la fin de la première saison, on vous dit allez, bisous, merci beaucoup. Et on passe pour quelqu'un qui a fait un échec alors qu'en fait, on a bien travaillé. Donc c'est assez ingrat, en vrai. Et c'est pour ça que la pensée de la mini-série, elle est plus gratifiante, parce qu'on se dit, bon, bah, c'est moi qui vais décider quand je l'arrête. Alors c'est peut-être... je sais pas comment dire, c'est orgueilleux, quoi. Voilà, c'est sous-entendre qu'on a nous créateurs de nos formes, on a la main dessus. Alors que je crois que j'aime quelque chose dans la série, y compris quand ça se passe de manière étrange, puisque Camille et moi avons travaillé sur la saison 2 des Sauvages, qui nous avait été commandée par la chaîne après une saison, une mini-série qui était conçue comme une mini-série. Vraiment avec le personnage, le méchant était tué à la fin. C'était une adaptation du roman de Sabri Loata, qui était co-créateur de la série, qui lui-même avait écrit d'une manière sérielle. Bref, on avait bouclé. Et suite à je pense qu'ils imaginaient être le succès de la série, ils nous ont proposé une saison 2, mais déjà dans des hors-délais. Et en fait, cette saison 2, ils n'ont pas voulu la faire. Donc on a été losers, alors qu'on n'avait rien demandé. C'était vraiment aller voir un mec qui te quitte alors que tu n'avais pas voulu sortir avec lui. C'était vraiment ça. Ça m'est déjà arrivé. C'est arrivé à d'autres personnes dans la salle. C'est très désagréable. Et surtout, après avoir travaillé, vraiment, on avait fait une proposition avec Sabri Loata et Camille Hugan qui était, je pense, qui méritait en tous les cas de partir en pilote, etc. Et ça s'était pas fait. Donc voilà, moi, ça a été un peu le pied que j'ai mis dans l'engrenage en me disant, tiens, je crois que je préfère les mini-séries ou je crois que je préfère avoir un peu le contrôle sur la forme telle qu'elle est. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Tout à fait. Mais ce qui est bien après cette phase de rupture, c'est qu'en général, il y a cette phase d'orgueil aussi. On se dit non, mais bon, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Donc ça, c'est toujours assez plaisant aussi. Mais je voudrais revenir sur un point que tu as évoqué, qui est vraiment cette question des interlocuteurs et finalement là encore, pour caricaturer un petit peu le scénariste. Alors laissons peut-être la question de l'auteur-réalisateur, qui est encore un cas particulier, mais en tout cas du co-scénariste ou du scénariste seul à sa table ou seul avec le réalisateur, qui est finalement dans une sorte d'indépendance, et la question du scénariste de série qui a à gérer un rapport avec la production, un rapport avec le diffuseur, etc. Hier, on a entendu dans une table ronde une agent, Catherine Winkelmüller, qui disait maintenant, moi ce que je conseille aux jeunes, c'est de faire le plus de choses possible, de ne pas rester sur un seul projet, et notamment de faire du cinéma et de la série. Mais donc nous, notre angle de départ, c'était finalement, est-ce que c'est le même métier ? Est-ce que ça, c'est pas une compétence, toute cette gestion, on va dire, humaine, relationnelle, qui est spécifique et qui s'apprend aussi ? Alors je pense à peut-être Olivier, Fanny, enfin qui veut. Non, mais pour moi la connaître, mais en fait juste peut-être une petite remarque. Ça rejoint ce que disait Clémence et Rebecca, même dès les premiers documents, je trouve en fait les premiers documents de vente, que ce soit en série ou sur un synopsis ou comment dire, ce sur quoi se déclenche un film. Effectivement, il y a tout de suite une vision d'auteur en fait. Il y a un regard sur une histoire. Moi, ce que je constate souvent dans les pré-bibles, etc., c'est qu'il y a une énorme promesse narrative. C'est-à-dire que ça ne se situe pas au même endroit, en fait. Souvent, on peut avoir l'impression qu'il n'y a personne derrière. Il y a une énorme promesse dramatique qui peut être brillante. Éventuellement, on met les problèmes sous le tapis. Mais on voit bien que ce n'est pas la même chose qui se vend et qui enclenche une œuvre. Je ne sais pas comment le penser, mais voilà, je le constate. Oui, alors je voudrais juste préciser un truc. Forcément, quand on fait un film de cinéma ou en unitaire, on est relativement peu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir parfois un scénariste unique, qui peut être d'ailleurs uniquement le réalisateur, et il se réunit avec lui-même et ça se passe plus ou moins bien. En série, il y a plein de types de scénaristes. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'être showrunner, comme on dit, sur une série. Mais j'ai aussi eu la chance, pour le coup, ça c'est une vraie chance, de travailler sur le Bureau des légendes. Et scénariste, enfin, quand on est moi sur le Bureau des légendes, on n'est pas Éric Rochant sur le Bureau des légendes. Et pourtant, les deux sont scénaristes. Hein. Et clairement, parce qu'il y a beaucoup, je comprends, hein, on est au Sky, etc., qu'il y a cette notion de collaboration avec une entité supérieure qui, au cinéma, est le réalisateur artistique, j'entends, ou Dieu pour certains, s'ils sont très croyants. Là, moi, mon entité supérieure, c'était Éric Rochant, hein, c'était mon maître, c'est le mec qui fait le jour et la nuit, il cligne des yeux, je m'effondrais par terre. Donc... mais c'est vrai, hein, moi l'un des meilleurs moments de ma vie, c'est quand il m'a appelé et qui m'a dit, parce que je suis pas un très bon scénariste en plus, enfin en tout cas à l'époque, toujours. Et il m'appelle et il me dit, ouais, j'ai lu t'avais
C'est une bonne base, quoi. Moi, je dis, putain, yes! Oh putain, mais je sentais que j'étais plus content qu'à Noël, quoi. Et donc on a quand même ce rapport au créateur. Après, j'entends que sur certains documents, peut-être, il y a un manque de vision. Après, on aime ou pas la mise en scène de Eric et le Bureau des légendes. Je pense que c'est peut-être plus fort dramaturgiquement qu'en termes d'univers graphique, évidemment. Mais en tout cas, il y a cette instance supérieure. Et lui, de fait, moi, j'ai jamais vu Canal+ de ma vie, en tout cas sur le Bureau des légendes. Lui, par contre, il va voir Canal+ derrière. Donc, il va voir des gens qui font effectivement les 250 000 réunions en disant un peu plus de bleu, un peu plus de rouge, j'étais sûr que ça, etc. Et puis après, complètement. Et en fait, moi, à mon avis, on pourrait parler des heures et avoir tous des avis différents, compatibles, incompatibles, etc. Mais ça se rapporte beaucoup à la personne. C'est-à-dire que quelqu'un comme Éric Rochant, qui est arrivé surtout sur le domaine de l'espionnage fort des Patriotes, qui avait déjà fait de la série avec Canal+ sur Mafiosa, quand il propose le Bureau des légendes, il est déjà ultra crédible. Et donc forcément, la liberté, puisque tu parlais de liberté tout à l'heure, qu'il a pour faire une proposition forte, qu'elle soit dramaturgique, en termes de casting, en termes etc. Il l'a et on la lui donne à un moment donné parce qu'il y a une confiance qui s'établit. Moi, je serais arrivé à la même époque avec le même projet, j'aurais même pas passé le portier de Canal+, quoi. Donc, et à un moment donné, je sais plus si c'était dans l'intitulé, il y avait le mot Eldorado. Est-ce que la série est un Eldorado? Moi, mon sentiment, en tant que scénariste qui a fait surtout que de la série quasiment, c'est que, ah oui, c'est un super Eldorado, mais en fait, pour les gens qui font du cinéma, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui font du cinéma, qui ont la chance d'avoir eu du succès, une notoriété. Et en fait, les milieux de décision du monde du scénario, de la série, pardon, sont des gens qui lorgnent beaucoup le milieu du cinéma. Ne serait-ce que parce que, comme c'est relativement récent, le fait que la série explose, ce fameux âge d'or plus ou moins existant d'ailleurs, je ne suis pas convaincu que ça existe complètement, mais ils ont eu d'abord une culture cinéma. Parce que c'est des gens qui ont aujourd'hui entre, je sais pas, 40 et 70 ans. Donc, ils ont grandi avec l'univers cinéma et pas l'univers sériel a priori. Donc, forcément, leur référence, ça va être les auteurs de cinéma, les réalisateurs, évidemment, surtout de cinéma. La culture cinéma est particulièrement française. Donc, il y a beaucoup de cinéastes français. Et après, il y en a avec lesquels ça fonctionne très bien et puis d'autres, ça fonctionne moins bien. Mais par contre, c'est clair qu'on va leur ouvrir la porte. Donc, je trouve que oui, cet Eldorado-là, il existe, quoi. Moi, je voudrais... En fait, il y a un truc qui me perturbe un tout petit peu, c'est que sans faire exprès, quand on dit ici, ou en France, quand on dit cinéma, on pense cinéma d'auteur. Et quand on dit série, on pense TF1 un peu, ou plateforme. Enfin, je trouve qu'on a un peu tendance à écarter comme ça le débat, alors qu'il y a autant de cinéma, même en France, populaire ou commercial, qu'il y a du cinéma d'auteur, en fait. Donc, il y a un grand champ dans notre cinéma, qui est du cinéma commercial, où la vision d'auteur, pardon, elle n'est pas non plus... on s'incline pas, quoi. Enfin, c'est du cinéma commercial, quoi. Et on a la même chose dans les séries. Et c'est-à-dire qu'on peut pas complètement mettre tout dans le même panier. Une série peut-être pour Amazon aujourd'hui, c'est pas complètement une série pour Arte ou une série pour OCS. Enfin voilà, ou une série pour France TV Slash, c'est pas complètement pareil que Canal+. Enfin, donc on a quand même la chance là maintenant d'avoir aussi un nombre de guichets qui s'est ouvert. Alors avec ça perturbe nos pratiques et parfois ça nous fait peur. Puis en plus, comme ils sont américains, enfin les plateformes arrivant sont américaines, donc c'est aussi des manières de travailler ou des réflexes ou un peu des contraintes aussi qui sont nouvelles ou plus fortes. Mais quand même, il y a un champ qui est vaste. Donc moi, après, peut-être j'ai de la chance parce que voilà, j'ai progressé dans le métier, puis maintenant on me fait confiance et je peux. Mais je vois bien quand je suis au rendez-vous ou que je propose un document pour essayer de vendre une série qu'on fait confiance à ma vision d'auteur en fait. Et donc là, ça nous emmène aussi à se dire, ok, des choses qu'on répète souvent, même si c'est pas absolument vrai, mais la série c'est plus un médium d'écriture où donc on va faire confiance à la vision d'auteur du scénariste. Là où le cinéma, on va faire confiance à la vision d'auteur du cinéaste, donc du metteur en scène. Après, ces deux choses-là, évidemment, se rejoignent. Et après, quand on fabrique une série, évidemment, quand des metteurs en scène arrivent dans la boucle et commencent à travailler avec nous, évidemment, il faut aussi qu'ils aient une vision. Mais enfin, la vision d'auteur, elle est plus détenue par le scénariste. Et il y en a une. Et donc, il y a évidemment plein de séries françaises qui portent des visions d'auteur, qui sont politiques, qui sont engagées, qui essaient de raconter des choses avec le cœur, quoi, vraiment. Non mais oui, pour lever tout malentendu, évidemment que la frontière n'est pas du tout étanche en fait, mais depuis longtemps, parce que tu parlais des premières séries, moi j'ai été autant influencé par NYPD, par Oz ou par Urgence que par Homer en fait. Et d'ailleurs, je sais pas.
les sauvages, une série comme Les Sauvages, en fait, a plus à voir avec, je sais pas, avec les Misérables ou Moonlight qu'avec Lupin. ou à l'inverse, La Nuit du 12, ça a plus à voir avec True Détective qu'avec un film de cinéma de Olivier Marchal. Enfin, évidemment que artistiquement, tout ça est plus. Non, c'est pour ça que moi je me concentrais vraiment sur cette frontière, sur une distinction qui est quasiment formelle, c'est-à-dire pour sortir un peu justement de cette figure de l'auteur-réalisateur versus le scénariste de TF1. Donc c'était vraiment plutôt pour faire la. C'est-à-dire que je pense que même un scénariste de cinéma, par exemple, qui fait de la commande, finalement, il a quand même moins d'interlocuteurs, même si lui, il n'est pas forcément dans cette démarche de faire le chef-d'œuvre de sa vie, etc. Mais plus en termes de relationnel. Moi, je parlais de ça. Hein. Ouais. C'est-à-dire, excuse-moi, tu voulais. Non, mais je voulais juste rebondir sur ce que disait Olivier. C'est très vrai. Moi, j'ai fait mes classes vraiment. Encore une fois, j'ai commencé dans la série et j'ai commencé auteur dans un atelier, dans une série qui n'est pas du tout la mienne. Et j'en apprends les codes. Et c'est comme ça que j'ai aussi regardé mon chef, qui à l'époque, moi, était Frédéric Krivine, sur Un village français. Je le voyais se dépatouiller avec des trucs monstrueux. Et c'était en le regardant et en le voyant arriver tout stressé que j'ai pu comprendre aussi de quoi il s'agissait, et qu'il nous a aussi conviés après sur le plateau pour voir un peu. De temps en temps, on était conviés, de temps en temps, non. Donc, nous, on était très protégés. Les auteurs de l'atelier sont très protégés, en fait. Et puis, après, on fait ses armes. Et d'ailleurs, tous les scénaristes n'ont pas envie de devenir chef d'écriture. Tous les scénaristes n'ont pas envie de devenir showrunner. Et là, après, c'est un peu une histoire de tempérament, d'ambition, de vision, de comment on se sent. Mais c'est vrai que, là, je reviens à la toute première question que tu nous as posée. Moi, c'est vrai aussi que je me suis épanouie dans le monde de la série parce que c'est arrivé à un moment où, enfin, en France, lentement mais sûrement, on a commencé à accréditer cette idée que le scénariste est fort dans une série et qu'on doit lui donner une place. Et du coup, moi, ça correspondait à mon tempérament, j'avais ce besoin-là un peu de me déployer. Et je pressens que peut-être si je travaillais au cinéma, ça serait pas pareil, en fait. Et moi, cette interaction avec tous les corps de métier, elle me passionne. Je trouve ça génial. Des fois, c'est fatigant, des fois, c'est pénible, mais d'avoir mon cerveau qui s'active de plein de manières différentes quand je parle à mes co-auteurs, quand je parle à mes producteurs, quand je parle aux diffuseurs, quand je parle aux techniciens, quand je parle aux metteurs en scène, quand je parle aux acteurs. C'est génial, en fait. Mais tous les scénaristes n'ont pas cette envie-là. Il y en a plein, moi j'en connais, qui ont envie vraiment de rester chez eux, dans leur grotte. C'est comme ça qu'ils sont bien, ils sont dans leur tête. Leur imaginaire se déploie et c'est pas des animaux sociaux. Mais quand on est un animal social comme moi, c'est vraiment cool, quoi. Bah justement, c'est justement quelque chose sur lequel je voudrais revenir, cette idée de la vision d'auteur, qui est d'abord une vision d'écriture. Clémence, je crois que toi, tu es en train de créer une série en ce moment. Révélation. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être justement de ce processus et ensuite peut-être Olivier et Fanny qui vous l'avez fait avant elle pourrait compléter et tout le monde. Dans quel mode est-ce que tu as l'impression de vraiment faire le même métier qu'avant? Est-ce que c'est plus ou moins de pression? Quel est ton rapport avec la chaîne, avec les producteurs dans le choix des réalisateurs? Beaucoup de questions, pardon. Non, déjà, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai l'impression que ça dépend aussi beaucoup du cadre de départ. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup travaillé avec des cinéastes. Ça fait un peu partie de ma particularité, je crois, en tant que scénariste, c'est que j'ai travaillé avec Valérie Donzelli. On a co-créé ensemble une série pour Arte. Et par exemple, alors on co-créait, mais Valérie avait toute la vision artistique de la série et ça ne me posait aucun problème. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu aucune frustration parce que c'était le pacte de départ, en fait. Je savais qu'elle avait une vision extrêmement précise de ce qu'elle voulait faire. Moi, j'étais là complètement pour l'accompagner dans cette écriture, pour coécrire, pour co-créer les personnages avec elle. Mais après, mon travail s'est vraiment arrêté, en fait, au moment de la prépa. Et j'étais pas du tout frustrée de ça. C'est-à-dire que vraiment, je savais que c'était la meilleure personne pour faire cette histoire et qu'il n'y avait pas de question, en fait, qu'elle n'allait pas m'appeler pour me dire de quelle couleur tu penses que le pull doit être et que s'il y avait des changements de dialogue à faire sur le tournage, ça allait le faire. Et comment dire, c'était clair, en fait. Et après, quand j'ai travaillé sur En Thérapie, j'ai rigolé en voyant arriver des cinéastes aussi qui soudainement tombaient de leur chaise parce qu'ils écrivaient rien. Alors que Arnaud Desplechin, Emmanuel Finkiel, Agnès Jaoui, Manuel Berco écrivent
souvent, voire tout le temps, leurs films. Et là, soudainement, ils arrivaient, on leur disait, voilà, c'est ça les textes. Et quand ils disaient, ah oui, mais je veux changer ça, ça et ça, on leur disait, oui, mais ça a une implication sur l'épisode 5 et le 32, qui sont pas les tiens, mais si tu veux, vas-y, allons-y, il y en a 35 en fait. Donc ça, tout se répond, quoi. Et donc là, ils disaient, ah oui, d'accord. Et vraiment, c'était hyper intéressant de les voir arriver là-dedans et s'épanouir à un endroit de commande où on leur demandait d'être des purs metteurs en scène. Et c'était passionnant. Et c'était, du coup, dans un autre sens. Voilà. Et maintenant, moi, je ressens vraiment ce que dit Fanny sur l'envie de me déployer parce que, en fait, on est tous en train de raconter des histoires. Et nos histoires, est-ce qu'on a envie de les confier à d'autres personnes? Est-ce qu'on a envie de les tenir le plus longtemps possible? Et moi, cette histoire-là que je suis en train de faire en ce moment, qui est une comédie romantique en 6 épisodes pour une plateforme, j'avais envie de l'accompagner plus longtemps. Et donc, j'ai eu une discussion avec le producteur et je lui dis, voilà, j'ai envie d'avoir ce poste qui s'appelle la direction artistique et j'ai envie de travailler avec, en l'occurrence, c'est un réalisateur et une réalisatrice qui vont accepter que je sois présente aux essayages des costumes, au casting, à la déco, que je fasse un brief pour le son et à qui ça ne pose pas de problème. Et c'était très difficile de trouver des cinéastes qui étaient d'accord avec ce pacte-là. Et je crois que ce qui est important, c'est que le pacte de départ soit clair. Et souvent, c'est pas très clair, ou alors on a envie de plus de place d'un côté ou de l'autre, et c'est vraiment aussi les producteurs et les productrices qui doivent être garantes de ça, en fait. Alors parfois, ça se trouve. Je dis pas qu'il faut que ce soit acté dès le début, mais quand même, je trouve que parfois, il y a un vrai manque de dialogue et qu'il y a beaucoup de maladresse et donc de souffrances qui peuvent être faites sur la place de chacun. Et j'espère qu'on va aller vers une clarification de plus en plus sur les projets des rôles de chacun. Mais alors, j'ai une question très bête, mais type l'herbe est-elle plus verte ailleurs? Est-ce que c'est pas clair parce que c'est la France? Est-ce que c'est pas clair parce que situation économique actuelle, j'en sais rien, plateforme versus chaîne hertzienne? Ce manque de clarification, pour vous, il est dû à quoi en France, ici, aujourd'hui? Je m'y colle? Vas-y. Il est dû au fait que personne n'a strictement défini, parce que ça serait bien difficile de le faire, qu'est-ce que c'est qu'une organisation type de cinéma qui serait valable du coup pour n'importe quel réalisateur, scénariste, producteur qui fait du cinéma, idem pour la série. En fait, il y a autant de façons de s'organiser qu'il y a de culture de production, ce qui dépend d'une boîte de production, un producteur, un réalisateur, une réalisatrice, etc., etc. Donc on peut pas... et le problème, c'est que on va travailler chacun, je sais pas, peut-être sur 20, 30 projets dans une vie, en disant, en allant gros, quoi. Donc on est confronté à des gens qui vont faire un peu pareil que nous. Donc au moment où je rencontre quelqu'un, les 5 projets sur lesquels j'ai déjà travaillé ne sont pas les 5 projets sur lesquels il a déjà travaillé. Donc il a pris une culture, il a pris des habitudes qui ne sont pas les miennes. Donc forcément, dans la rencontre, il va dire, attends, mais tu fais ça comme ça, toi, t'es complètement con. Merci, c'est vrai. Merde. Et du coup, et après, ça tombe sur de l'humain, ça tombe, c'est ce que tu disais, ça tombe sur de la gestion de l'humain, de l'ego, etc. Moi, je voudrais faire une petite anecdote, j'aime bien ça. En plus, c'est pas moi qui suis concerné, donc c'est bien. C'est Pascal Ferrand, donc qui travaille sur la saison 4 du Bureau des légendes. Et pour le coup, elle est réalisatrice et je pense qu'on peut vraiment dire que c'est une auteure. Et elle est venue parce que je ne suis pas intime avec tout, mais j'imagine qu'elle est copine avec Éric Rochant. Je crois qu'ils étaient à l'EDEC ensemble. Et donc elle vient pour assurer une partie des réalisations, parce que dans le Bureau des légendes, c'est très particulier. C'est pas chaque réalisateur réalise un épisode. C'est toi, tu vas faire le studio, toi, tu vas aller au Maroc, toi, tu vas aller en Thaïlande, et puis tu feras des bouts du 2, du bout du 4, des bouts du 7, parce que puisque tu es sur place, c'est toi qui t'y colle. Et puis Éric, de temps en temps, vient et fait différents morceaux. Et on était au Junk Press, donc avec plein de journalistes. Elle était évidemment présente, Pascal. Et il y a un journaliste qui dit ouais, Pascal, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir de vous, de votre cinéma dans la saison 4? Et il dit mais franchement, j'espère rien du tout, quoi. Parce que moi, je me suis venu au service d'une série et si vraiment, s'il y a quelque chose de moi, mais je m'excuse, Eric, je serais désolé, quoi. Et elle était vraiment sincère. Et j'ai trouvé ça, mais limpide. En fait, elle avait compris. Elle avait vraiment compris qu'à un moment donné, je pense que ça soit du cinéma ou de la série, il y a une vision. Alors, une vision d'auteur, parce que de toute façon, scénariste, réalisateur, compositeur, on est tous auteurs. De fait, c'est la loi. Et que de temps en temps, l'auteur qui a la vision en série, pardon. Je manque de café aussi, Rebecca, t'as raison. Ça va être peut-être le scénariste, parce qu'effectivement, comme c'est au long cours, plein de réalisateurs vont se succéder. En cinéma, c'est
le réalisateur. Et en fait, tout le monde va alimenter cette locomotive par plein de façons possibles. Et d'ailleurs, le scénariste showrunner qui peut parfois être réalisateur, comme c'était le cas sur Bureau des légendes, a d'autres réalisateurs qui bossent pour lui. Et tout le monde s'inscrit dans cette vision qui doit être la plus claire possible. Et après, ça devient de l'enjeu humain, de l'enjeu de management. C'est un peu grossier, surtout dans nos métiers. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être en tant que scénariste en chef capable d'insuffler la vision de ce que c'est que la dramaturgie de cette série en termes de fabrication d'images, de qu'est-ce que c'est, en termes même de coûts, de production, et même les comédiens, en termes de rythme, en termes de jeu, en termes de casting, il faut, enfin, tout, et en fait, tout découle de ça, quoi. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut quand même un peu un chef d'orchestre, quoi. Mais cette position de chef d'orchestre, est-ce qu'elle est... alors, je reviens à cette question. Est-ce qu'elle est possible actuellement en France? Est-ce qu'elle est... on a essayé d'importer un peu le terme de showrunner et j'ai l'impression que personne ne comprenait vraiment ce que ça voulait dire, en tout cas côté producteur, diffuseur. Donc ça donnait lieu à beaucoup de confusion. Est-ce que maintenant, on y arrive? J'aimerais bien vous entendre peut-être Fanny et Rebecca là-dessus, parce que Rebecca, en fait, tu corresponds un peu à ce dont Olivier parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le cinéma. Oui. Enfin, la télé qui est presque fascinée par le monde du cinéma et qui dit venez vous amuser qui chez connaît nous. Les gens du cinéma, enfin qui connaît en nom. Oui, bah, ça m'arrive aussi dans la publicité, c'est-à-dire des gens qui font appel à ce qu'ils imaginent être un savoir-faire et ou des prérogatives qui vous entourent et qui en fait viennent dévitaliser en vérité quelque chose et n'en ont pas le désir. Enfin, moi, j'ai connu plein de configurations. Parce que comme beaucoup de gens, je pense ici, on est dans un moment en fait d'euphorie aussi, lié à une sortie de Covid où les gens se sont bien rendus compte qu'il y avait vraiment un fort besoin de contenu en ligne. Et je dis contenu, à escience, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait pareil. Ce dont on se parle quand même, on est ici entre auteurs, autrices. Je pense qu'on a chacun le désir effectivement d'imposer des regards d'auteur. Donc, on pourrait parler de chaînes plus industrialisées d'écriture. Et honnêtement, quand moi, je rencontre des lycéens, des étudiants, je pensais pas... Je fais un détour avant d'arriver à ta question. Je pensais pas que je leur dirais un jour, quand les gens vous disent, moi, j'ai très envie de faire du cinéma et de la série, et de la télé et de la série. Moi, quand j'ai commencé le cinéma, les gens me disaient, ne faites pas ce métier. C'est très peu d'élus, beaucoup de gens sur les rangs. Je veux dire, 10 ans ont passé, pardon, je dis, allez-y, il y a énormément de travail. Il y a du travail, je ne m'attendais pas à pouvoir dire aux gens, on vous attend, on attend votre travail. Tout le monde, il n'y a pas une journée sans qu'on m'appelle en me disant, est-ce que tu connaîtrais la scénariste idéale pour ça. Donc bon, le travail, il est complètement là. La chose qui pour moi n'existe pas en France, je ne connais pas la pratique des États-Unis, j'ai jamais travaillé aux États-Unis, j'en ai pas eu le fort désir non plus, même si je referme pas la porte, mais c'est vrai que ça n'a pas été mon parcours. Ce qui se passe en France, c'est que oui, les gens ont compris que l'auteur était important. Ça, génial. Donc ça, c'était il y a 10 ans. C'est un scénariste, contrairement au cinéma où on n'est encore que 5% du budget, où c'est fascinant. Le scénario au cinéma, c'est dérisoire, alors que vraiment, on lève l'intégralité du financement du film avec. De moins en moins, mais bon, quand même, c'est déjà énorme. Ouais, c'est déjà pas mal. Ah ouais? Je m'en rends pas compte. Non, mais continue. Ouais, je suis... nous, on est à 2%, on est à 2... Ouais. J'ai pas d'argent, j'ai plus d'argent. Donc voilà, on a compris que auteur très important en série, vraiment maintenant c'est l'auteur, limite plus les réalisateurs. C'est-à-dire que moi très souvent, alors qu'en plus j'ai une formation de scénariste, donc de temps en temps j'avais envie de dire, les amis, avant d'être réalisatrice, moi je suis scénariste. Donc n'hésitez pas à me croire si je vous dis quelque chose, qu'en plus c'est moi qui vais le réaliser. Mais méfiance, attention, réalisateur, poète. Donc dépense beaucoup d'argent, ne sait pas très bien ce qu'est la réalité d'un plateau. On a quand même fait des films à 800, 900 000 euros, on sait ce que c'est que de faire un épisode avec un peu plus. Puisqu'en vérité, donc, c'est-à-dire que dans le mode de fonctionnement, moi j'ai pas renversé mon mode de fonctionnement en tant que scénariste de cinéma et scénariste de télé. C'est pas vrai. J'ai pas d'autres pratiques. Éventuellement, j'ai plus d'efficacité au cinéma qu'en série, curieusement. Parce qu'en série, on a plus de temps. Donc, on peut avoir des scènes pour rien. On peut avoir des scènes pour installer une pensée du personnage. On peut avoir des scènes pour... Pardon de mettre les mains dans quelque chose que tu m'as pas demandé tout de suite, mais j'avais peur éventuellement de ne pas avoir le temps de le dire. Mais en vérité, la pensée de l'efficace, elle est plus forte au cinéma que dans la série. Donc voilà, l'industrie française de la série s'est rendu compte que les auteurs étaient très importants, avec beaucoup de préjugés. Si vous êtes auteur cinéma, c'est pas auteur télé. Hein. Attention, il faut vraiment à nouveau rester dans une case. Combien de fois il m'est arrivé de parler d'un scénariste ou d'une scénariste qui n'avait pas fait encore de télévision, pas fait encore de série,
et qui étaient retoqués par les chaînes parce que n'avaient pas dans son CV cette ligne-là. Alors qu'en vérité, c'était bien évidemment des scénaristes qui, une fois qu'ils avaient les mains dans cette matière-là, se révélaient brillants. Et plus tard, ensuite, c'est des gens qui ont fait des carrières là-dedans, etc. Donc bon, donc il y a énormément de prérequis, et je pense en fait beaucoup de peur. Et sur cette question et tu l'as très bien formulé, Olivier, sur cette question de qui est l'auteur, qui est le garant de la vision d'une série, qui est le garant de la vision d'un projet, là, il y a encore un tout petit peu de crainte. Et en général, c'est la plateforme et ou le diffuseur qui s'arroge ça. Parfois, le producteur qui a eu en tête le désir de la série. Parfois, moi, ça m'est arrivé très souvent d'arriver dans des projets qu'on me propose. On me les propose en tant que cinéaste, donc quelqu'un qui vient en plus du cinéma d'auteur, réputé pour être plus intrusif, plus sur les questions d'écriture. Et très curieusement, j'ai vraiment l'impression que mon apport de scénariste et de cinéaste est pas très attendu en vrai, et qu'il y a beaucoup de craintes, beaucoup de méfiance, et en plus, moi, ça se passe très bien. En plus, je suis vraiment bien traitée par ce système-là. Donc, j'ose à peine imaginer. Je pense que vous êtes représentante, Clémence et Fanny, de gens qui sont très bien traités dans cette industrie-là maintenant. C'est-à-dire quand on vous ouvre, ou je pense à... avec qui j'étais étudiante, Camille de Castelnau, qui est en train de faire une série où je vois que sa pratique, elle est un peu proche de ce dont tu me parles, c'est-à-dire d'être en même temps sur le plateau possiblement, d'avoir des possibilités de choix de direction artistique, d'amener plus loin, d'être vraiment créatrice, bref, de sa série. Mais ça, je trouve que c'est rarissime. Moi, je l'ai jamais rencontré. Enfin, moi là-dessus, je dirais que combien de temps, combien de souffrances, combien d'humiliations. Enfin, j'ai pas du tout envie d'être Calimero, mais je trouve que... En tout cas, moi, j'ai eu l'impression de passer vraiment par des étapes douloureuses dans ma pratique de scénariste de série avant de réussir à avoir cette liberté, à l'obtenir. Et quand je dis que je me sens libre là pour la première fois, c'est libre dans un cadre avec beaucoup de confiance, etc. Parce qu'il se trouve que là, j'ai eu récemment des projets qui ont bien fonctionné. Mais déjà, c'est remis en jeu tout le temps. Beaucoup plus en série qu'en cinéma, je trouve, quand même, parce que finalement, évidemment qu'un film qui se plante, après, c'est difficile d'en refaire un, c'est sûr, mais c'est pas tout à fait, ça se situe pas en fait au même endroit. Et du coup, moi, je trouve que le chemin, il a été alors peut-être pas très long parce que ça va, mais quand même que c'est difficile. Enfin, je trouve que d'arriver à un endroit de liberté, c'est difficile. C'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que si collectivement, en fait, la chose qu'on peut se souhaiter, lutter pour, et peut-être ouvrir aussi la conversation avec nos interlocuteurs et ou des plateformes, des réseaux, des producteurs avec lesquels on travaille, des autres scénaristes avec lesquels on travaille quand on est sur la forme sérielle, c'est d'arriver peut-être en étant tous un peu plus outillés les uns les autres, en se disant, en fait, la visée, le but, l'idéal, c'est ça. C'est se retrouver à la tête d'un paquebot, d'un navire, comme moi quand je fais un film, ce plaisir-là, cette possibilité-là de peut-être éventuellement faire triompher son idée de la vérité. Et d'avoir autour de soi des équipes de scénaristes qui sont dans des writings rooms. Alors attendez, il va falloir aussi qu'on sache ce que c'est, parce que parfois on vous met sur les épaules beaucoup d'argent et un bateau et on vous dit, allez, mon poussin, t'es toute seule. C'est-à-dire, mais est-ce qu'on peut être nombreux? Est-ce qu'on peut être plusieurs? Aux États-Unis, ils le font, mais ils le font à 6, 7, 8. Donc, est-ce qu'on peut déjà tomber d'accord sur... Et ça, ces pratiques-là, cette conscience-là, je la retrouve pas dans mes interlocuteurs, ni producteurs, ni tout simplement cette langue-là, quoi. Je parle de cette culture-là, elle est pas commune. Mais parce qu'en fait, tu la ressens aussi, Fanny. Oui, bien sûr, mais parce qu'en fait, moi, le sentiment que j'ai, et ça fait encore une fois un peu plus de 15 ans que je fais ce métier, c'est que ça repose entièrement sur nos épaules. C'est à nous d'inventer en fait nos conditions de travail. C'est à nous de lutter pour le respect qu'on nous doit, qu'il soit dans la pratique, dans nos contrats financiers. C'est à nous de décider si c'est mieux d'avoir 3 co-auteurs, 4 co-auteurs, 5, 6 co-auteurs. C'est à nous d'être balèzes sur les plannings. En fait, c'est à nous d'inventer le cadre de notre propre travail, en fait. C'est-à-dire que scénariste, c'est une espèce de chose flottante qui est tellement mal définie, en fait. Et on vient du cinéma. Alors, encore une fois, je ne sais pas au cinéma comment ça se passe, mais probablement que c'était un périmètre qui était un petit peu plus facile à dessiner. Mais en série, il a énormément bougé dans les 10 dernières années. Énormément. Et tout ça, en fait, c'est à nous de le faire. Parce que si on attend que ce soit les producteurs qui le fassent, ils ne savent pas. Ils savent parce qu'ils savent pas intimement ce que c'est notre pratique, donc ils vont pas savoir ce que c'est organiser bien un atelier d'écriture, combien de temps ça prend exactement, comment on a envie de concevoir, comment on a envie de fonctionner.
Et donc en fait tout ça c'est sur nos épaules et ça c'est difficile parce qu'on n'a même pas tellement de modèles en fait, on est nos propres modèles en fait, on est là, donc c'est hyper important après du coup d'avoir des copains, des collègues avec qui échanger. Nous c'est pas pour rien qu'on a créé ce collectif qui s'appelle le SAS, qui quand même pendant 10 ans nous a aussi aidé à entre nous dire attends comment tu fais toi, ah ouais, ah d'accord tu fais comme ça, vas-y tu veux pas m'envoyer ton planning parce que moi je suis perdue, il faut que je fasse mon planning, je sais pas comment on fait, t'as demandé combien on parlait d'argent aussi entre nous quand on s'entend bien, quand on a confiance. Et c'était hyper important parce que c'est comme ça en fait qu'on a commencé à dessiner un truc, alors qui n'est pas encore peut-être répandu absolument, mais voilà, en gros ça repose sur nos épaules. Mais maintenant, alors je te laisse Olivier peut-être. Oui, alors pour rajouter de l'eau à ton moulin, enfin au nôtre du coup, c'est pour ça que moi je crois que le terme scénariste, et on est là tous scénaristes aussi, pas que mais aussi, il est tellement porteur culturellement en France et selon parfois la chaîne ou la plateforme, etc., de plein de clichés qui fait que, qui sont honnêtement pas très reluisants. C'est-à-dire que j'ai l'impression tout le temps que le scénariste, on est des victimes, on est des esclaves corvéables à merci. Et en même temps, comme tu le disais, paradoxalement, c'est de nous que va venir est-ce que ça se fait ou est-ce que ça se fait ça? Parce que c'est le scénario qui va être le seul matériel qui va nous permettre de juger de l'existence future d'une œuvre. Moi, c'est pour ça que je suis content de aujourd'hui pouvoir être aussi producteur. Parce que, en fait, le scénariste, souvent, il est pas trop à la table des décisions. Il est culturellement un peu laissé à côté. Et par contre, il y a une réalité, et ça, enfin, on peut en parler, mais je suis persuadé qu'on est tous d'accord. À un moment donné, vous avez un problème avec un comédien, il va falloir réécrire. Vous avez un problème avec un plan de travail, il va falloir réécrire. Un problème de budget, il faut réécrire. Il faut réécrire tout le temps. Et en fait, quand vous êtes scénariste, un jour, vous avez un appel, vous dites, tu peux réécrire. Je dis, mais pourquoi? Parce qu'il y a ça, et vous ne comprenez pas. Quand vous êtes producteur, en plus d'être scénariste, en fait, c'est vous qui avez participé, pas pris la décision, mais participé à la décision. Et du coup, vous comprenez pourquoi, ou même c'est vous qui avez d'ailleurs initié. Donc, vous savez quoi, on va réécrire là. Enfin, donc je vais réécrire du coup. Mais c'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus assumé. Et je pense que d'ailleurs, les gens qui ne sont pas ni producteurs ni scénaristes, enfin, les gens qui ne sont pas producteurs scénaristes, mais qui travaillent avec des producteurs scénaristes, j'espère témoigneront de l'intérêt de ce concept-là, parce que c'est très rassurant. C'est qu'à un moment donné, vous êtes en réunion, et je me dis, oh putain, il va falloir que je l'appelle. En plus, il va me demander la thune, son agent, c'est qui? Oh là 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 là. Non, mais on peut pas faire autrement, t'es sûr? Non. Et on coupe sans lui dire. Alors parfois ça arrive, on coupe sans lui dire. Au moins vous êtes là et vous dites non, mais c'est bon, allez, de toute façon maintenant je suis sur un heure, je suis payé, je vais le faire, quoi. C'est gratos et ça fait partie du boulot et je vais le faire comme ça, et puis tout le monde est content. Et quand on a fini la réunion, c'est pas écrit, mais on sait déjà ce qui va se passer. Et c'est très rassurant pour tout le monde d'ailleurs. Mais alors ouais. J'ai toujours l'impression que pour qu'un scénariste soit reconnu, il marche plus. Pour qu'un scénariste qui n'est que scénariste soit reconnu, en fait, il faut qu'il soit coproducteur. Effectivement, ta démonstration est très bonne. Ou même médiatiquement, il faut qu'il soit autre chose, en fait. C'est-à-dire que alors auteur-réalisateur ou écrivain ou youtubeuse ou comédien, quelque chose d'autre, quoi. C'est-à-dire que le fait d'être seulement scénariste, il faut que je me décide. Mais moi aussi, je suis un animal social. Hein. Moi aussi, je veux me déployer. Je tenais à... Et d'ailleurs, là où c'est aussi poreux, c'est intéressant, c'est que depuis une petite dizaine d'années maintenant, de plus en plus des productions me commandent l'écriture d'un long métrage avec une co-scénariste avec laquelle je travaille, donc sans réalisateur. Ça permet d'aller plus loin, c'est assez réjouissant. Sauf que jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est extrêmement difficile, de la même façon, de trouver des réalisateurs. Les mentalités évoluent de plus en plus. Enfin, tu arrives à être lu, etc. Mais je pense que c'est très compliqué encore, même si les nouvelles générations qui passent par la série, etc., changent de mentalité. Mais c'est très compliqué de s'approprier un scénario, une V1, dialoguer, etc. Ouais, mais après faut passer le cap. Mais donc du coup, c'est intéressant parce que ça permet d'aller plus loin dans l'écriture, encore une fois. Mais moi, enfin, je suis pas là que, enfin, je m'aperçois du coup que ça me renvoie au fait que je suis pas là essentiellement pour écrire des histoires. En fait, je suis là pour écrire des films. En fait, ce qui est pas tout à fait. Ouais, c'est, enfin, une histoire qui est. Si j'ai toute la liberté mais que ça devient rien. Enfin, j'essaie de raconter des histoires à mon fils, mais sinon, je sais pas, je pense par exemple à Deborah Davis, je crois, elle s'appelle, qui est la showrunneuse de Marie-Antoinette. C'est ça, hein, scénariste, et qui a aussi coécrit La Favorite de Lanthimos. J'ai vu les deux.
moi, je préfère être dans l'ombre et d'avoir coécrit La Favorite que d'avoir écrit Marie-Antoinette. Enfin, c'est une définition des petites différences peut-être qu'il y a encore. Alors, je vous pose une dernière question avant d'ouvrir la parole aux questions du public. Moi, ce que je trouve qui ressort de vos témoignages, de vos échanges, c'est qu'on est dans un moment qui est à la fois excitant et effrayant, et du coup c'est très intéressant, qui est un apprentissage un peu global à la fois des scénaristes, des producteurs, des diffuseurs, à au fond, comment on fait cette fameuse clarification dont tu parlais tout à l'heure, Clément, ce pacte qu'il est en train de se définir, de se redéfinir selon les projets, selon plateforme, hertzien, etc. Est-ce que, moi je constate aussi qu'on est maintenant dans un appel à la fluidité du scénariste, une sorte de flexi-sécurité, où on dit, bon, bah maintenant, toi jeune scénariste sortant d'école ou te mettant sur le marché, tu vas faire en janvier de la série, en mars du long métrage, en avril peut-être du format court, etc. Est-ce que, et finalement il reste quand même des différences aussi entre les formats, entre les manières de faire, etc. Est-ce que le risque aujourd'hui, c'est pas qu'un modèle est dicté peut-être par des questions plus industrielles que d'artistique ou encore une fois, sans opposer cinéma d'auteur à série industrielle, je parle là aussi de la série plus artistique, une vision d'auteur. Est-ce qu'un modèle risque pas d'en avaler un autre? Est-ce que comment on s'en sort, quoi? Tu penses à quel modèle qui pourrait avaler l'autre? Une logique industrielle à tout prix, alors non pas cette fois-ci d'efficacité, mais d'exigence de rythme, et en même temps de volume, parce que la plupart des scénaristes de série, et vous dites à quel point c'est chronophage et ça prend de la place, et finalement risque d'avaler peut-être un autre système, un autre modèle. Moi j'ai une question. Est-ce que ici on considère que Breaking Bad est une série d'auteurs? Oui. Non mais voilà. Non mais c'est parce qu'en fait, Breaking Bad, c'est un peu c'est d'ailleurs pris en exemple. Netflix, ils ont un document qu'ils envoient aux créateurs de séries, au potentiel en tout cas, et qui prend beaucoup Breaking Bad et comme référence pour expliquer comment structurer, enfin quel type de document et quel type de contenu surtout de documents ils attendent pour pouvoir leur vendre une série, quoi. Moi, je trouve que Breaking Bad, ça répond à des exigences à la fois putassières industrielles, en termes de cliff, en termes de sujets, de plein de choses, et en même temps avec une qualité d'auteur dans la vision dramaturgique, dans l'incarnation par les personnages, dans l'ensemble de tout ce qui va être graphique, décor, etc. Le style, et du coup, c'est une vision qui est à la fois précise, complète, pleine, dense, artistique. Et c'est pas grossier de se dire que en même temps c'est industriel, quoi. Et moi je pense que quand on oppose le cinéma d'auteur et le cinéma industriel grand public, je sais pas comment le dire, ou le commercial, merci, ou la série commerciale et la série d'auteur, il y a des fois, et je veux être méchant avec personne, mais je le serai peut-être un peu quand même, on confond juste des gens qui sur un projet, parce que parfois on peut réussir un projet puis on échoue à un autre en étant la même personne, mais réussissent un projet, réussissent un film, réussissent une série, et d'un coup ça devient un truc génial qui peut être pas que auteur, qui peut être aussi toucher un public super large, et puis en même temps parfois on a envie de faire un truc complet, et puis putain c'est juste une merde industrielle, quoi. Et après ça peut marcher quand même, hein. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je crois qu'un micro circule. Oui, je vois une main, je ne vois pas le reste du corps de la personne. Si. J'arrive, ne bougez pas. Bonjour à toutes et toutes, merci beaucoup, c'était très intéressant. Ma question, c'est un peu celle de la poule et de l'œuf. Est-ce que l'idée précède le format? Et il y a un peu une question sous-jacente par rapport au format et la loi de l'économie de l'attention, qui me semble que c'est très actuel.
Comment on fait rentrer les idées, la qualité dans les formats. En fait, j'imagine que c'est vos combats. Je pense à Arte, sur Arte à suivre, qui a diffusé une série à la verticale. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça va sûrement faire hurler beaucoup de gens dans la salle, mais finalement, pourquoi pas amener de la qualité là où, de toute façon, on a les yeux rivés, parce qu'on a quand même tous un peu les yeux sur nos téléphones. La série à la verticale, c'était une série diffusée en story sur Arte. Merci beaucoup. Qui veut? Oh, c'est vaste. On a la salle combien de temps? Moi, je ne saurais pas vraiment répondre sur cette histoire de qu'est-ce qui précède le format. En fait, je crois qu'on a tous à la base un désir. En fait, on a envie de raconter quelque chose. Et puis, soudainement, on se met à y réfléchir. On réfléchit à quelle forme ça peut prendre, quels personnages peuvent incarner ça, quel format ça va être. Puis après, on réfléchit aussi forcément un peu à l'industrie dans laquelle on est, à qui ça pourrait s'adresser. Voilà, en fait... J'ai la sensation, je ne sais pas si c'est vraiment dans la question qui est posée, mais que c'est une erreur, et je le dis souvent quand je rencontre des scénaristes très jeunes qui démarrent, qui disent oui, comment je peux savoir ce qui va marcher? En fait, on n'en sait rien, et on n'en sait rien ni en série et ni en cinéma, en fait. Et je donne toujours l'exemple dans Thérapie, parce que comme j'ai pas écrit la saison 1, je peux en parler. Personne ne pensait que ça allait fonctionner. Honnêtement, on se disait, mais qui va venir voir 35 épisodes sur 2 personnes qui se parlent en psychanalyse? Et en fait, c'est surprenant. Et au cinéma aussi, ce qui fonctionne, c'est surprenant. Donc en fait, de réfléchir à quelque chose en se disant que ça va marcher, je pense que ça fonctionne pas, en fait. Et qu'il faut d'abord réfléchir à ce qui nous touche, et ce qu'on a envie de dire, et surtout ce qu'on va pouvoir porter pendant des mois, voire des années. Et très concrètement sur la durée, j'ai la sensation que souvent quand on parle de comédie, on a des formats plus courts. Est-ce que c'est pas plus intéressant? On se dit 27 minutes, 30 minutes sur de la comédie, et le drame 1 heure. En ce moment, je suis en train de regarder la 2e saison de White Lotus, que j'aime bien. Intéressante d'ailleurs parce que beaucoup moins écrite que mise en scène, un peu comme Euphoria. C'est-à-dire les séries, je trouve aujourd'hui, elles sont en train peut-être d'arriver dans une autre ère où on se rend compte, la fille qui fait que plaidoyer pro domo, la réalisatrice. Il faut des auteurs très forts et beaucoup de réalisation, plus de mise en scène que de... Mais bon, en tous les cas, voilà, j'ai la sensation que ça va plus loin du côté de la réalisation. Et peut-être que, et moi je suis complètement sensible à votre idée d'utiliser de la série, des formes brèves pour revisiter des formes nouvelles. Si l'idée c'est de voir comment ça se passe, est-ce qu'on peut créer du cinéma, est-ce qu'on peut créer de la fiction, est-ce qu'on peut créer de la pensée, de l'inédit avec un format vertical, j'adore l'idée. Il y a je me souviens de petites pastilles en 3 minutes qui étaient plutôt très bien écrites, qui avaient été produites par, j'ai oublié le nom, ça va me prendre trop de temps de retrouver, mais oui, ça fait partie de ça. J'aurais tendance à dire la forme, la durée en tous les cas savoir si c'est 6 épisodes, 8 épisodes, 6 x 52 ou il y a une chose qui nous détend beaucoup en plus en ce moment, c'est que les plateformes en fait maintenant s'en fichent quand même de la durée. C'est-à-dire qu'on vous dit ça va être un 6 x 52, mais ils s'en fichent. Il y a que les hertziens qui ont besoin vraiment des durées. Si vous voulez faire des épisodes d'1h25, le premier épisode dure 1h10, le deuxième dure 45, il n'y a pas de problème. Délivrons nos imaginaires de ça. Parce que eux, en tous les cas, ils s'en fichent maintenant, je trouve. Et nous, en tant que spectateurs, surtout quand on regarde sur une plateforme, que le premier épisode dure 1h10 ou 42 minutes ou 57. Certains épisodes sont un peu longués quand même, des fois. Un peu. C'est vrai. Oui, mais après, du coup, c'est pour ça que ça va être un va-et-vient avec une pensée forte d'une personne, quelle qu'elle soit. Est-ce que ce sera le producteur, la productrice, le network, ou le scénariste, showrunner / créateur? Mais il faut qu'il y ait une personne à un moment qui se dise on sait où on va. Sinon, c'est plein d'allers-retours. Et sinon, en général, ça se fait pas. Ça, c'est ce qui se passe beaucoup autour de moi. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Oui. Guillaume. Oui. Un micro J'arrive. arrive. Bonjour. Question sur donc la création de séries, en tout cas sur sa production. C'est-à-dire qu'avant, il me semble, si j'ai bien compris, on avait un tournage, une écriture, une diffusion qui était en roulement sur une saison. Et avec les plateformes, on a des séries où maintenant tous les épisodes sortent d'un coup. Et du coup, le rapport au succès, au retour du public, etc. Enfin, il y avait des séries justement qui jouaient sur les critiques du public ou les réactions du public pour être réajustées en cours de route.
et quand tout sort d'un coup, enfin voilà, comment vous approchez ces écritures-là, cette création-là? Je crois pas avoir entendu dire qu'on pouvait réajuster en cours de route, parce que quand tu es prêt à diffuser, en France en tout cas, enfin peut-être aux États-Unis, c'est la tradition du pilote ou qui teste avant de voir, mais voilà, c'est quand même, nous on n'a jamais fait ça. Et quand tu livres ta série, elle est terminée. Après, voilà, ils la diffusent, mais on peut pas réajuster en cours de route. Mais ceci dit, c'est assez juste. Et alors, toutes les plateformes le font pas, mais c'est vrai que Netflix, ils fonctionnent comme ça. Ils mettent tout d'un coup. Et moi, je sais pas, ça me perturbe. Je sais pas vous autres, mais ça me perturbe parce que du coup, déjà, j'en sais quelque chose pour l'avoir vraiment vécu moi-même avec Drôle, mais ça va tellement vite en fait. Le truc est balancé direct et du coup les retours sur ce qu'ils attendent en volume arrivent aussi très très vite. Ils ne laissent pas le temps de s'installer. Si je compare avec ce qu'on a vécu avec 10% sur France Télé, c'était 2 épisodes, une semaine, 2 épisodes, une semaine. Donc on s'étale tranquillement comme ça pendant 3-4 semaines. Les gens entendent en parler, les gens entendent voir en replay, donc on voit aussi si le replay est bien et tout ça. Et ça fait que pendant un mois à peu près, on sent sa série. Et là, sur Netflix, c'est d'un coup. Et bon, après, je suis pas contre le binge-watching si les gens aiment bien ça, mais je sais pas, je trouve ça perturbant. Et en plus, je trouve que même du point de vue diffuseur, ça nécessite cette espèce de boulimie folle. Une série est immédiatement terminée, qu'il en faut tout de suite une autre, mais du coup, comme une série est balancée en un jour, il en faut une autre 3 jours plus tard, en fait. Et donc, ça devient comme un peu une espèce de monstre qui avale des séries, puis les rejette, si le volume n'est pas exactement ce qu'ils attendaient. Question aussi très opaque en ce qui concerne la France. Bref. Donc, après, qu'est-ce que ça change pour nous? Moi, en réalité, dans mon écriture, savoir que ça va être diffusé 2 par 2 ou d'un coup, je sais pas vous, mais... Oui, c'est vrai. Sur c'est Nona, vrai que nous, on pensait par 3. Ouais, nous aussi. Sur 10%, 3. on réfléchissait pas mal. Les 2 épisodes vont ensemble un peu. Alors que oui, quand c'est balancé tout d'un coup, ouais, c'est vrai. Ouais, alors c'est ça, vrai. pour le coup, cette pensée presque de l'immédiateté ou c'est quelque chose qui affecte maintenant aussi le cinéma et la sortie en salle et la série. Mais sur Netflix, il y a un changement de vocabulaire qui est assez intéressant. C'est qu'avant, vous aviez la catégorie de nouveautés qui a, alors en tout cas sur ma page d'accueil, a été remplacée exclusivement par nouveautés les plus regardées. Ce qui est quand même... Oui, de la même manière, on entend, et ça c'est quand même extrêmement pénible, une sorte de pression sur les premières minutes qui là devient vraiment un vrai enjeu en termes de scénario, où on peut s'entendre dire plusieurs fois au niveau du pilote, les 4 premières minutes 30 où on sait que c'est là où les gens vont rester, etc. Donc en fait, on va être obligé de commencer à travailler en pensant en termes d'algorithme, ce qui est extrêmement, à certains moments, déstabilisant en fait. Pour l'avoir aussi vécu, c'est-à-dire que c'est absolument tétanisant, parce que ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que là, si on fait un sondage, qui est chopé par quelque chose au bout de 4 minutes, il y a probablement autant de réponses que on est dans cette salle. Enfin, qui va être intéressé par un espèce de mystère un peu planant, contemplatif, on ne sait pas trop où on est. Qui va être intéressé par une scène très bavarde où ça va très très vite. Qui va être intéressé par un truc très visuel qui parle pas. Enfin, en fait, il y a autant de réponses. Donc, quand on vous dit ça, moi je le sais, c'est tétanisant. Et parce qu'en plus, les gens qui vous disent ça, c'est déterminant les 3 minutes. Bon, merci beaucoup. Et donc rien, en fait, déjà, ils n'en savent rien eux-mêmes. Donc, eux, ils ont une espèce de réponse un peu toute faite qui est il faut que ce soit efficace. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une efficacité dans leur tête, c'est dramaturgique. Donc, il faut que ça aille vite. Et surtout, il faut qu'on comprenne très vite qui est qui fait quoi, qui va où, quoi. Ça, pour moi, c'est un peu criminel. Et ça fait, en l'occurrence, dans notre cas sur Drôle, c'était tellement tétanisant que je pense que ça nous a fait aussi rater en partie le début du pilote. C'est-à-dire que c'était tellement d'injonctions contradictoires, pas forcément organiques avec le projet lui-même, qu'à la fin, on se noie, quoi. Enfin, on se dit, que ce soit nous, les auteurs, les réals et tout ça, on ne sait plus par quel bout on doit prendre ce truc, parce que c'est genre, mais au bout de 3 minutes, les gens vont zapper. Du coup, on se sent plus du tout libre d'écrire le récit qu'on voudrait, qu'on ressent, d'aller prendre les gens par la main à notre manière, en fait. On n'arrive même plus à penser. Juste 30 secondes de politique culturelle pour rebondir là-dessus. Par rapport à, tu disais, est-ce que l'un va vampiriser l'autre? Tu parlais plutôt en termes de narration, d'attente, etc. Oui, mais aussi en termes d'économie très rapidement.
c'est que ça rejoint ce que tu disais, Olivier, sur la méconnaissance de notre métier en interne, mais aussi sur notre économie, la méconnaissance de notre économie. C'est-à-dire que même sur les plateaux télé, des débats là-dessus, quand on voit des journalistes qui interrogent sur oui, mais c'est bien, quand même, le gouvernement a obtenu des plateformes qu'elles aient des obligations d'investissement pour produire français, mais si on ne fait pas un partage clair entre audiovisuel, les journalistes n'ont toujours pas compris exactement la différence entre audiovisuel et cinéma, etc. C'est-à-dire que tout doit se débattre. Hein, y a pas... mais si on repose uniquement sur la demande de profit des plateformes qui vont dire nous on investit là où il y a le plus d'attentes et c'est leurs propres algorithmes qui créent leurs attentes, effectivement tout l'argent va aller à l'audiovisuel en fait s'il n'y a pas je veux dire une politique culturelle pour préserver une diversité du cinéma. Il ne faut pas oublier le nombre de premiers films qu'on fait, etc. Et c'est vraiment un petit maillage qui est très fragile, qui produit pas que des chefs-d'œuvre, mais qui produit de la diversité, qui produit voilà des choses très intéressantes. Et il faut vraiment le défendre par rapport à ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec Fanny. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a effectivement beaucoup de contraintes qui sont mises par les plateformes sur le fait de formater les contenus, enfin les séries, donc les premières minutes du pilote, le pilote qui est un épisode à part, les cliffs à la fin, etc., etc. Et c'est clair que, par exemple, dans le document que dont je parlais sur Netflix, c'est marqué noir sur blanc, il me semble, de mémoire. Et en fait, au moment où on a développé Drôle, il n'existait pas encore ce document. C'est plus tard qu'ils l'ont fait. Et donc oui, c'est assez précis. En fait, c'est le revers de la médaille du fameux âge d'or des séries. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des contenus, un nombre pléthorique, en plus globalisé, c'est-à-dire qu'on a des succès de séries coréennes en France qu'on n'aurait sûrement jamais regardé il y a 20 ans. Et il y a de la qualité, il y a des savoir-faire dans tous les pays du monde. Et tout d'un coup, il y a une grille chronologique de Netflix qui dit ok, lundi, on a ce carton coréen qui arrive en France, donc nous, on ne va pas mettre notre carton français. Putain, elle est où la place ? Et il résonne comme ça. Et évidemment, ça, c'est que Netflix, mais derrière, il y a Disney+, il y a Amazon, il y aura Paramount+, il y a Canal, il y a Apple TV, etc. Et puis, il y a les chaînes traditionnelles. Donc forcément, ça veut dire que l'attention que nous, spectateurs, puisqu'on est aussi spectateurs, elle est forcément unique sur un contenu, sauf si on est complètement fou et qu'on a 4 télévisions allumées en même temps. Et donc, le but, c'est capter cette attention-là. Et le fait d'avoir plein de choix fait que si ça marche pas rapidement, je comprends la logique, mais qui à mon avis est réelle. C'est-à-dire que moi, c'est vrai qu'il y a une série, si jamais au premier épisode je suis pas pris, je vais pas regarder le deuxième épisode parce que je sais qu'il y en a plein d'autres derrière qui sont bien, quoi. Non, mais ça on est d'accord, mais c'est juste qu'est-ce qui est efficace sur un début, c'est ça où il y a 1000 façons d'être efficace en fait. Mais et là je suis d'accord, mais et en fait pour moi je reviens en fait sur l'exemple de Breaking Bad, c'est que les contraintes, je pense que nous tous, on est capables, surtout avec certaines années de métier, et même eux qui ne sont pas scénaristes, donc les responsables des chaînes, les producteurs, il y a une forme d'intuition, voire il y a une forme quand même, heureusement, d'expertise qui se dégage du temps et de l'expérience et du travail qui fait que, écoute, franchement, putain, si tu nous fais un plan fixe d'une plaine vide pendant 5 minutes au début de ta série, je suis pas sûr que les gens y comprennent. Ils vont penser que juste qu'ils ont, je sais pas, qu'il y a un problème avec la télé, quoi. Moi, je sais que TF1 à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait Falco et il fallait pas qu'on commence de nuit. Mais oui, mais sur la densité aussi. Mais parce que les gens, les télés avaient un certain type de contraste de luminosité qui faisait que si on commençait de nuit, les mecs parfois ils disaient mais elle est allumée ma télé. J'écoute comment? Mais sûrement aussi, mais c'est une somme de plein de choses. Et à un moment donné, on vous dit, ouais, il ne faut pas commencer de nuit. Je dis, ok, tu sais quoi, tu m'élimines 2000 idées, mais j'en ai 4000 pour commencer ça de jour. C'est pas grave, en fait. Moi, j'ai envie de. Moi, je trouve que les scénaristes, et ce n'est pas toi, Fanny, mais qui vont dire, oh là là, il y a trop de contraintes, j'y arrive pas, vous m'empêchez de faire l'œuvre que je voudrais faire. Je dis, mais juste, t'as qu'à trouver plus d'idées, t'as qu'à travailler plus, tout simplement. Parce que des idées, en respectant ce que tu es, en respectant la direction que tu veux donner à ton œuvre, bon, sauf si tu dis non, je veux que ça passe tout de nuit, mais à ce moment-là, tu vas pas sur TF1, tu y arriveras, tu vas avoir. Mais là où moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que moi je connais aussi beaucoup de scénaristes qui ont souffert de devoir céder petit à petit
dans leur narration parce que des plateformes ou des diffuseurs trop intrusifs. Et en fait, quand on a envie de faire sa série, on cède, et on finit par se retrouver avec un texte qui nous ressemble plus et qui ressemblait plus du tout à ce qu'on avait envie de faire au début, parce qu'on a envie d'y arriver. Et qu'à un moment, s'il y a personne derrière qui nous défend et qui est vraiment de notre côté, et en fait, les producteurs, au bout d'un moment, ils cèdent aussi, parce qu'ils ont aussi envie que ça se fasse. Et donc, du coup, on se retrouve avec une vraie frustration et à faire et à écrire des choses qui ne ressemblent pas à ce qu'on voulait faire au début. Donc, c'est important de pouvoir. Et en fait, le pouvoir, on l'obtient petit à petit, avec l'expérience, avec une certaine assise, et de pouvoir dire si, en fait, on va faire comme ça. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui sont vraiment déformés par ces interventions-là. Et ça, c'est grave, en fait. Moi, ce que j'entends quand tu dis ça, je suis d'accord. Hein. Mais ce que j'entends, c'est une forme d'impatience. C'est-à-dire que je suis jeune scénariste. On imagine, hein, je ne suis pas jeune scénariste. Je ne suis pas jeune, d'ailleurs. Et je fais ma première œuvre. Et j'ai une vision très claire. Et peut-être, en plus, qu'elle aurait été excellente. Mais c'est ma première œuvre. Et à un moment donné, moi, je trouve que, on est dans un milieu où il faut accepter que la première œuvre, peut-être que malheureusement, elle va être déformée et honnêtement, peut-être à mauvais escient. Hein. Peut-être que c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal dans cette histoire, mais en tout cas, la personne sera en souffrance. Ça fera sûrement un résultat déplorable derrière, et personne sera content au final. Mais il y aura une expérience qui est acquise. Il y aura peut-être une confiance avec des choix de partenaires. Ok, je bosserai plus avec eux, mais eux, ouais, on va les reprendre, etc. Et puis il y aura une deuxième, il y aura une troisième, il y aura une quatrième. Et à un moment donné, parce que justement, c'est ce que tu disais aussi, il me semble, il y a une prise de confiance, il y a une prise de confiance en soi. On comprend où est-ce qu'on est, on comprend à quel moment on va dire. Enfin, non, quel temps perdu. Enfin, je comprends. Moi aussi, je suis plutôt ok avec J'adore les contraintes. Je suis plutôt bonne à ça. J'aime bien. Je suis mathématique là-dessus. Bon. Mais en vrai, j'aime bien la fille qui se la pète. Mais non, mais c'est juste pour dire que je suis pas contre par principe. Après, quelle perte de temps, surtout. Je pense qu'on a tous à gagner dans une pensée stimulante, y compris. Enfin, je parle vraiment uniquement. Je parle pas de notre bien-être. Je parle de quel est l'objet qu'on propose. Qu'est-ce qu'on propose aux spectateurs. Quel est le degré d'attente, de créativité. Quand on voit toute la première saison de Euphoria qui se fasse intégralement dans la nuit, je veux dire, de quel droit quelqu'un un jour va décréter qu'il faut pas commencer dans le jour ou dans la nuit. Et je parle. Moi, j'ai jamais eu aucun de mes films qui passaient sur dans les avions parce qu'ils sont trop sombres et que c'est complexe. Et c'est quelque chose à quoi je pense. Hein. Donc je suis pas, j'aimerais bien. Donc je prends en compte le contemporain. Mais voilà, il s'agit vraiment de se dire comment collectivement. C'est le principe de se réunir de temps en temps, comme on est en train de le faire maintenant. C'est de se dire comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que justement cette scénariste se tape pas le trajet qu'on s'est tapé nous, qui est d'avoir de temps en temps des interlocuteurs dont on se demande vraiment d'où viennent l'idée et qui eux-mêmes sont parfois des très bons interlocuteurs, mais avec de temps en temps des peurs qui pilotent leur manière de fonctionner, de dialoguer, etc. Et essayons d'avoir un petit peu moins peur collectivement et de savoir un peu plus, et de nous donner des outils. Moi c'est que... Mais pour moi, tu sais, c'est comme, et je m'adresse à la réalisatrice, enfin aux réalisatrices en l'occurrence, c'est comme un comédien ou une comédienne, ils ont eu le texte, il y a eu des lectures, et puis à un moment donné sur le plateau, il dit putain, pourquoi tu me donnes pas ce que je te demande de me donner? On avait l'air tellement d'accord, en fait. On était tellement d'accord sur cette séquence-là. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et je me rends compte que ça peut être plein de problèmes. Parfois, c'est juste que le mec, il est pas bien luné ce jour-là. Il a mal dormi. Non, mais il faut gérer cette difficulté-là de tout d'un coup. Alors, sur le plateau, ça crée une urgence parce que tu l'as aujourd'hui, tu l'auras plus demain. Donc, il faut arriver à trouver la solution immédiatement. Ce qui est effectivement moins le cas quand on collabore avec une chaîne, une plateforme où normalement, c'est plus sur le long cours, etc. Mais pour moi, c'est un peu ça. Tourne de la même logique, c'est-à-dire qu'on a des individus en face qui ont leur façon de voir les choses, qui ont leur individualité, qui ont leur expérience, et il faut composer avec, en fait, tout simplement. Je suis d'accord avec toi, à la limite, avec la limite. Olivier, vas-y, après, je pense qu'on pourra prendre une dernière question, parce qu'on a commencé un petit peu en retard, mais je te laisse. À la limite, comme dans tous les métiers, de la perte de sens, en fait. Il y a un moment, tu sens qu'il y a des saisons, tu sens que la série, elles ont perdu le sens commun. Enfin, soudain, à la fin de la première saison de The Watcher, en fait, tout le monde peut être le suspect. En fait, tu sens bien que ça a été bazar. Enfin, c'était vraiment une grosse relance en force, n'importe comment. Enfin, voilà. Alors, comme on a commencé un tout petit peu en retard, je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Ouais. Parce que, Et une question, s'il vous plaît, brève, comme ça, ils auront le temps d'y répondre en longueur. Une question pour m'amuser et en même temps parce que j'ai envie de la poser, voilà. Est-ce que ce serait pas du coup une vision un peu anarchiste? On devrait peut-être se réapproprier les moyens de production, même si j'aime beaucoup les producteurs, c'est pas le problème quand ils sont gentils, mais
Est-ce que c'est possible? Eh ben oui, ça s'appelle YouTube. Non mais c'est vrai. En fait, le problème, c'est qu'on est dans un art et une industrie qui coûte cher, quoi. Même un film pas cher, c'est cher. Et, par exemple, au niveau du cinéma, c'est vraiment une question de distribution. Effectivement, peut-être qu'on pourrait, même au mieux, on peut sans doute fabriquer des films vraiment pas chers, mais en fait, où les montrer, quoi. Il n'y a pas de réseau alternatif, il n'y a pas de. Non, mais être coproducteur. Je pense qu'être producteur, après, ça, c'est un peu la direction que prennent les acteurs à Hollywood. Ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient avec une force de traction comme ça, très, très, très visible sur les budgets. Ils se sont dit, bon, on va développer déjà on va développer pour des personnages pour lesquels on ne propose plus, les femmes qui vieillissent, des hommes aussi, je pense, qui vieillissent, ou pour des acteurs, des minorités qui n'ont pas les rôles. Donc, l'idée d'être coproducteur, peut être très intéressant, je pense, quand on est scénariste. Moi, si j'avais été plus forte dans les histoires en plus un peu techniques comme ça, de ce que je suis assez nulle à ça, mais j'aurais aimé ce conseil-là parce que je trouve que c'est pas mal d'être copropriétaire de son travail. Et effectivement, c'est ce que tu disais, c'est quand tu t'assois à la table de travail, quand tu es coproducteur de la série et le scénariste créateur, ça donne un certain poids de conversation sur les décisions. Mais ça, c'est un apprentissage du pouvoir qui, je trouve, est assez mis sous le tapis. C'est-à-dire que ça n'est absolument pas enseigné, ou en tout cas suggéré ou ouvert dans les débats, que ce soit dans les écoles de cinéma, au sortir du métier, avec les agents. Ça, c'est quelque chose cette question de la relation... Parce que l'industrie a très très peur, oui, alors qu'en vérité, mon producteur adore l'idée que je sois coproductrice de mes films. Bon, je demande rien, c'est une gang morte, mais c'est quand même symboliquement très fort pour moi d'être propriétaire de ma pellicule. Après, moi, j'ai pas non plus envie de diaboliser les producteurs, parce qu'il y a eu tout un moment aussi où Disney, pas du tout Disney, Netflix disait on va travailler avec des auteurs sans producteurs au début. En fait, on va commencer à travailler avec eux, puis après, on leur trouvera des producteurs. Comme ça, on sera tranquille, on discutera en direct avec eux. Et on a vu que ça n'a pas toujours donné des bonnes choses, en fait, parce que les producteurs ne sont pas que là pour tirer les cordons de la bourse, mais aussi pour réfléchir avec nous, pour nous accompagner, pour nous poser des questions. Et certains le font mieux que d'autres, mais il y a aussi une dimension artistique qui est hyper importante. Et quand on trouve quelqu'un avec qui c'est plaisant de travailler, c'est une immense force en fait d'avoir un producteur avec soi. Justement, s'il est bon, il est complètement ok à l'idée que ça, c'est un bon test. Un bon producteur, il est totalement ok à l'idée que tu sois coproductrice. Et il paye à l'heure. C'est vrai. Je crois que c'est un peu le mot de la fin. Moi, je voulais vous remercier toutes et tous, Rebecca, Olivier, Clémence, Olivier et Fanny, parce que c'était vraiment passionnant de vous entendre. Je pense qu'on pourrait passer la journée. Et on fait une pause et la prochaine...